Un tournant historique est à l'œuvre. On peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Our world is at the crossroads. Le citoyen, il veut un avenir pour ses enfants et ses petits-enfants. The eyes of all future generations are upon you. 40% des emplois existants pourraient disparaître dans les 10 ou 15 ans qui viennent. L'homme est en train de changer. La première. On vit peut-être un tournant là. Déclic. Le tournant. Est-ce qu'on est déjà demain? Arnaud Roysson. Le droit de grève est-il menacé en Belgique ? À entendre les syndicats, c'est une évidence. Et le conflit chez Delhaize, avec des piquets de grève interdits par voie judiciaire, en est l'illustration flagrante. Pour le patronat, de son côté, ce recours à la justice n'empêche personne de se mettre en grève, mais garantit plutôt la liberté de travailler et la liberté d'entreprendre. Ce qui frappe en tout cas, c'est l'évolution des décisions de justice, l'évolution aussi du regard de la société sur la grève et sur l'action collective. Alors, vit-on un tournant de l'histoire sociale de notre pays ? On va prendre le temps de répondre à cette question épineuse. Nous sommes le lundi 22 mai, à quelques encablures de la gare du Nord à Bruxelles. Des milliers de manifestants sont en train de se rassembler et sur un podium équipé de baffles puissants, les leaders syndicaux galvanisent les troupes. Merci Nick. Chers amis, merci de venir à Bruxelles manifester aujourd'hui parce que c'est votre droit humain, c'est votre droit fondamental. Au cœur de ce rassemblement, au cœur des discours, un message clair. Le droit de grève est, pour les syndicats, aujourd'hui menacé. Et le président de la FGTB, Thierry Baudson, entend bien marquer l'importance du moment. Bien, chers camarades, chers amis, cette manifestation a un caractère tout à fait historique, n'ayons pas peur des mots. N'y allons pas par quatre chemins. C'est le droit de grève, un droit fondamental qui est aujourd'hui en danger dans ce pays. Het stakingrecht is in gevaar in ons land. C'est le droit de faire grève, c'est le droit de manifester, c'est le droit d'occuper l'espace public, c'est le droit de se rassembler. Et c'est le droit, quand on fait grève, de faire des piquets bloquants ou des piquets filtrants. C'est cela l'enjeu de la manifestation aujourd'hui. Le message est pour les manifestants rassemblés ce matin-là, mais il s'adresse aussi au monde politique. Vous qui dirigez, vous qui n'avez pas compris qu'il y a pour le moment un combat important d'être 9000 travailleurs chez Delhaize, vous devez comprendre une chose, c'est que en démocratie, il y a le pouvoir et le contre-pouvoir. Et si le pouvoir ne respecte pas le contre-pouvoir, il n'y a plus de démocratie. Et quand on nous casse comme on essaie de nous casser, c'est la démocratie qu'on attaque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une manifestation pour la démocratie et pour le droit de grève. Merci à nous tous. Le cortège s'élance. Et forcément, le conflit social chez Delhaize, né de l'annonce abrupte de la décision de la direction de franchiser en une fois 128 magasins, est très présent sur les calicots et dans les chansons. On est là, même si Delhaize ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Delhaize ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Delhaize ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Delhaize ne veut pas, nous on est là. Dans la foule, beaucoup de délégués, habillés de chasubles rouges, vertes et bleues, mais aussi des citoyens comme Marc, qui n'est pas, loin de là, pourtant un habitué des manifestations. Je n'ai plus manifesté depuis 50 ans, depuis que j'étais à l'UNIF. Je suis un peu agoraphobe, donc voilà. Mais aujourd'hui, je trouvais que c'était important tout de même de manifester, parce que ce qui se passe à Delhaize, ce qui se passe avec la justice,
c'est totalement inadmissible. C'est un renversement totalement de société. Et voilà, je ne veux pas assister à ce renversement de société. Alors, que se passe-t-il précisément chez Deleuze et qui a conduit les syndicats à appeler à une manifestation pour défendre le droit de grève? Je tends mon micro à Myriam Djegam, en charge du secteur du commerce pour la CSC, et je lui demande pourquoi, à ses yeux, ce qui se passe chez Deleuze menace le droit de grève. C'est-à-dire que la direction a fait appel au tribunal de première instance pour demander des ordonnances qui interdisent quasi dans leur interprétation toute action collective des travailleurs sur tout le territoire de la Belgique et pour une durée de plusieurs semaines. Là, on est vraiment dans un tournant. On avait déjà, depuis une vingtaine d'années, on avait déjà été confronté à des ordonnances, mais jamais de cette ampleur-là. Si longue et qui couvre tout le territoire et qui empêche quasi toute forme d'action, en tout cas dans l'interprétation qui est faite par les huissiers. Et donc, ça veut dire que demain, si on laisse faire ça, le rapport de force que les travailleurs ont historiquement mené pour créer un équilibre par rapport aux exigences et aux décisions patronales, eh ben demain, ce sera, je ne dis pas impossible, ce sera jamais impossible, mais ce sera de plus en plus compliqué quand on voit que simplement tenir des panneaux sans aucune violence, sans aucune agressivité, et dire envoyer un message aux travailleurs, c'est considéré comme de l'intimidation, et le huissier nous dit que les travailleurs doivent dégager, on est vraiment dans écraser toutes les possibilités des travailleurs de dire pacifiquement leur désaccord par rapport aux décisions patronales. Or, si on regarde dans l'histoire sociale, ce qui a permis aux travailleurs d'avoir des droits et de les maintenir, c'est bien le rapport de force, c'est bien l'action collective. Donc ici, on est vraiment dans un moment clé par rapport à l'avenir de l'action collective pour les travailleurs. Et du côté de la FGTB, le syndicat socialiste, Thierry Baudson complète le propos. Depuis le début du conflit, en fait, on a des huissiers qui viennent sur les piquets avec des astreintes de 1 000 €. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est 1 000 € par client, pas par gréviste. Et donc, on est en train d'opposer le droit de consommer, le droit d'acheter, au droit de défendre ses intérêts pour les travailleurs. C'est un peu particulier. Et quand on va en appel, ce qu'on appelle la tierce opposition, quand on va en appel, on a déjà reçu maintenant quelques jugements, et 2 des jugements répète cela et consacre le fait que la liberté de commerce et les droits économiques de Deleuze sont supérieurs aux droits sociaux que les travailleurs défendent et revendiquent. Quand on dit que les droits économiques sont supérieurs aux droits sociaux, c'est vraiment le fait de grève qui est attaqué, parce que faire grève, c'est nuire aux intérêts économiques par essence même. Donc c'est même l'intérêt ou l'objectif de la grève qui est attaqué. Et enfin, on a maintenant le jugement qui est apparu dans les tout derniers jours du mois d'avril et qui, préventivement, nous empêche d'organiser des piquets devant les 128 magasins sur tout le territoire belge pendant tout le mois de mai, et même on doit être à plus de 100 mètres du magasin pour pouvoir distribuer des tracts. Et ce sont des piquets filtrants. Ce sont des piquets filtrants, pas des piquets bloquants qui empêcheraient les clients d'entrer dans le magasin. Donc c'est vraiment un tournant, à la fois de la part de la direction de Deleuze, mais également de quelques juges, en tout cas, on ne va pas dire toute la justice, mais il y a quelques juges qui emboîtent le pas. Alors, on va essayer d'éclaircir un peu tout cela. Y a-t-il effectivement, dans les faits, un droit de grève qui se réduit dans sa portée? Et partant de là, y a-t-il, comme le disent les responsables syndicaux, un tournant pour notre démocratie sociale, voire une menace existentielle pour notre démocratie tout court? On va creuser cette question en compagnie de 2 juristes, à commencer par un spécialiste en droit du travail. Donc, je m'appelle François-Xavier Livens, je suis chercheur en droit du travail à l'Université catholique de Louvain. Ça fait un moment que François-Xavier Livens étudie ces questions de droit de grève. Il a travaillé quelques années pour le service d'études de la CNE et aujourd'hui, il poursuit comme chercheur à l'université. Je commence par lui poser une question toute simple. Peut-on dire qu'en Belgique, il existe précisément un droit de grève ?
Alors c'est une excellente question pour démarrer, parce qu'effectivement c'est toute une question en soi. Donc le droit de grève n'est pas présent littéralement, explicitement dans la Constitution belge, et il ne l'est pas non plus dans la législation belge, sauf pour certains petits secteurs bien particuliers. Du reste, il y a un droit fondamental à faire grève en Belgique, mais qui est fondé sur deux fondements distincts. Le premier, c'est ce qu'on appelle la Charte sociale européenne, qui est un traité qui s'applique globalement à tous les pays en Europe, et qui prévoit notamment que les travailleurs ont le droit de faire grève, et en tant que traité international, du coup, il fonde ce qu'on appelle un droit fondamental, donc au même titre que la liberté de la presse, la liberté de réunion, qui se trouve dans la Constitution belge. Et d'un autre côté, on a un fondement jurisprudentiel, puisque cette Charte sociale européenne n'est pas applicable en Belgique depuis toujours, et qu'avant ça, il y a eu évidemment des débats en Belgique, notamment devant les cours et tribunaux, et qui ont abouti un jour en 1981 à un arrêt de la Cour de cassation, donc notre Cour suprême de l'ordre judiciaire, qui a établi que les travailleurs avaient bien le droit fondamental de faire grève en Belgique. Donc, il y a bien un droit fondamental à faire grève en Belgique. Ça, tous les juristes le reconnaissent. Il est basé sur la jurisprudence, mais aussi sur une convention internationale, la Charte sociale européenne approuvée par la Belgique en 1990. Mais au-delà de ça, il n'y a donc pas de texte légal en Belgique, pas de loi ou de disposition dans la Constitution pour organiser concrètement les modalités de l'exercice de ce droit de grève. Notamment sur la possibilité ou non de tenir des piquets de grève, sur la façon dont peuvent s'organiser ces piquets. Du coup, entre les syndicats et les employeurs, forcément, l'interprétation n'est pas la même. Et ces dernières années, les employeurs ont de plus en plus souvent recours à la justice pour tenter, autant que possible, de limiter la portée des actions de grève. Explication du modus operandi lorsque la direction d'une entreprise comme Deleuze décide de faire appel à la justice. Alors l'idée, c'est qu'elle va donc avec son avocat saisir le président du tribunal de première instance, qui est en fait la seule instance judiciaire qui peut agir en extrême urgence, c'est-à-dire dans l'heure, dans la journée. Et ce président du tribunal de première instance est donc un juge civil du tribunal de première instance qui gère les affaires civiles, familiales et autres. Ce n'est donc pas un juge spécialisé droit du travail, je le précise d'emblée. Et donc ils viennent du coup avec un avocat, ce sont des procédures en extrême urgence et donc des procédures dites unilatérales. Donc l'employeur est là avec son avocat, seul face au juge. Et donc les travailleurs grévistes et syndicalistes et autres n'ont pas la possibilité de se défendre devant ce juge. Et l'idée, c'est que ce juge, du coup, prend une décision assez rapidement, qui est généralement peu motivée parce que ce sont des décisions prises rapidement et qui ont vocation à avoir des effets urgents. Et donc l'idée, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a cette décision qui n'est pas publiée, contrairement à l'ensemble des décisions de justice qui doivent l'être, ces procédures en extrême urgence donnent des décisions qui vont être transmises ensuite à un huissier, qui va aller devant le piquet de grève ou l'occupation d'entreprise, donc devant en fait l'action des travailleurs qui dérange l'employeur, signifier cette décision d'interdiction de cette action, si tant est que le juge l'interdise évidemment, et ce le plus souvent avec l'appui de la police. Et donc à ce moment-là, les travailleurs sont sommés de rentrer chez eux. Et alors dans le cadre de cette procédure, les employeurs invoquent, en fait, ce sont des procédures assez standardisées, c'est-à-dire que ce sont souvent les mêmes argumentations qu'on présente devant les juges, et ils invoquent le plus souvent 3 prérogatives, le droit de propriété de l'employeur sur l'entreprise, la liberté d'entreprendre, donc qui est le fait de la liberté de gérer son entreprise et de faire de l'argent en fait, et puis le droit de la liberté de travailler des travailleurs non grévistes. Très régulièrement, ces derniers temps, les employeurs qui ont mis en avant ces motifs ont obtenu gain de cause. Et c'est là qu'on arrive au nœud d'un débat dans lequel, d'un juriste à l'autre, on peut avoir des visions pratiquement opposées. Commençons par l'analyse de François-Xavier Livens, qui estime que cette judiciarisation des conflits sociaux est déjà en soi une limitation problématique du droit de grève. Les juges ne sont pas censés intervenir dans les conflits sociaux, puisque ce sont des conflits d'intérêt et non pas des conflits juridiques, et des conflits collectifs. Or, le juge est censé résoudre des conflits intersubjectifs, donc entre 2 ou plusieurs personnes, mais voilà, pas des groupes, et des conflits de nature juridique, pas des conflits d'intérêt, ou des conflits quasi politiques, en fait, dans le cadre de chez Deleuze. Et la difficulté, c'est que quand le juge intervient et donc, par exemple, interdit les piquets de grève et donc renvoie les gens chez eux et donc casse tout à fait l'action de grève, alors le juge, dans ses décisions, le plus souvent prévient tout de suite que non, il ne s'attaque pas au droit de grève, il vise simplement à baliser l'action, mais le droit de grève reste permis, les gens ne sont pas obligés d'aller travailler, bien entendu. Bon.
Mais en fait, le juge incidemment intervient dans le conflit collectif. Parce que c'est comme si, dans un match d'escrime, un juge arrivait, prenait le sabre de l'un des deux et le remplaçait par un poignard. Il se trouve fondamentalement désarmé par rapport à l'autre partie. Et donc, incidemment, par la procédure en justice, en fait, le juge outrepasse ses pouvoirs, qui est que, parce qu'il n'est pas censé intervenir dans un conflit collectif, un conflit d'intérêts de nature collective. Ça, c'est une chose. Alors, ce qui est délicat aussi, c'est que le juge, dans sa décision qu'il rend, dit que, alors je cite ici des décisions récentes, notamment dans l'affaire Deleuze, mais que personne ne peut se tenir debout devant tel Deleuze, ou quiconque se trouve devant tel Deleuze doit rentrer chez lui ou autre. Enfin, je paraphrase un peu, mais l'idée étant que le juge prend des décisions, en fait, qu'on dit de portée générale et abstraite. Elles s'appliquent à quiconque se trouve devant chez Deleuze. Sauf qu'en droit belge, la séparation des pouvoirs est que le juge est censé résoudre des conflits interindividuels et donc n'est pas censé prendre des décisions de portée qu'on dit réglementaire, donc qui s'appliquent à tout un chacun. Ça, c'est la prérogative du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Une immixtion problématique donc du pouvoir judiciaire dans les conflits sociaux, dit François-Xavier Livens, qui voit aussi un problème dans les motifs qui conduisent à ces décisions de justice, au départ des arguments invoqués par les employeurs. Oui, absolument. Alors le premier des arguments, qui est peut-être le plus problématique, c'est celui de la liberté d'entreprendre. Parce que la liberté d'entreprendre n'est pas un droit fondamental. Il s'agit d'une liberté de valeur légale en Belgique. Et la loi ne prévoit pas d'exception au droit de grève, que ce soit pour garantir la liberté d'entreprendre ou toute autre chose. Par ailleurs, sur le principe même, ça n'aurait aucun sens, puisque le principe de la grève est d'attaquer la liberté d'entreprendre de l'employeur. Si on garantit la liberté d'entreprendre et qu'on en fait une limite à la grève, il n'y a plus de grève. C'était d'ailleurs le cas en Belgique avant 1921. Le code pénal n'interdisait pas la grève depuis la fin du XIXe siècle, mais continuait d'interdire les atteintes à la liberté d'industrie et du travail, et donc en fait, incidemment, envoyer des grévistes en prison parce qu'ils portaient atteinte, évidemment, à la liberté d'entreprendre du patron. Donc cet argument-là est très très problématique en soi. Premier problème donc, selon l'analyse de François-Xavier Livens, autour de cet argument de la liberté d'entreprendre. Problème aussi, à ses yeux, sur l'argument de la liberté du travail. Disons que ça pose globalement deux problèmes. Le premier, c'est que la liberté de travailler ne peut être invoquée que par ceux qui veulent travailler, et pas par l'employeur, qui n'est pas détenteur de la liberté de travailler, c'est ces travailleurs qui sont détenteurs de cette liberté de travailler. Donc effectivement, ça c'est un premier problème. On n'est pas censé invoquer en justice les droits de son voisin ou même de son employé. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la liberté de travailler des travailleurs non grévistes est une liberté qui n'est pas un droit fondamental. C'est une liberté de valeur légale, donc pas de nature fondamentale, et qui est en fait la liberté d'exécuter son contrat, de la même manière qu'on a la liberté légale d'exécuter tous les contrats qu'on conclut. Et donc, face à un droit fondamental, effectivement, la liberté de valeur légale est censée s'incliner, et par ailleurs, le droit ne prévoit pas que la liberté de travailler soit une exception au droit de grève. Et puis, troisième argument invoqué par les employeurs pour empêcher la tenue de piquets de grève, le droit de propriété. Là, justement, on a affaire à un droit fondamental. Le droit d'un patron, propriétaire d'une usine ou d'un magasin, de pouvoir accéder aux biens dont il est propriétaire. Mais pour François-Xavier Livens, toujours, utiliser cet argument pour lever un piquet de grève est problématique. Il existe en droit la théorie de l'abus de droit, qui consiste à dire qu'on ne peut pas utiliser un droit simplement dans le seul but de nuire à autrui. Sauf que dans le cas de ce conflit d'intérêts entre les travailleurs et l'employeur, il semble que l'employeur ne cherche pas tant à rentrer lui-même dans son entreprise qu'à véritablement casser l'action de grève. Et donc il me semble, ça me paraît une utilisation abusive du droit de propriété que de l'utiliser pour nuire à la grève. Par ailleurs, dans le conflit de deux droits fondamentaux, droit de propriété et droit de grève, la loi est censée elle-même trancher ce genre de conflit un peu majeur, ou alors une jurisprudence constante. Mais nous n'avons ni l'un ni l'autre. Donc en principe, ni l'un ni l'autre ne sont censés résoudre la chose. Et même si les tribunaux devaient donner raison au droit de propriété, en réalité, ça ne donne accès que à l'employeur, à l'entreprise, ce que généralement les syndicats n'empêchent pas par ailleurs. Ce qu'ils veulent, c'est bloquer l'entreprise pour empêcher l'employeur de rentrer dedans. Donc c'est un argument qui est un peu vide, mais qui malgré tout, combiné avec les deux autres, pour des raisons juridiques inconnues, fonctionne. Voilà pour l'analyse très critique que fait François-Xavier Livens des décisions de justice récemment rendues. Pour lui, non seulement il n'est pas normal que le juge vienne en quelque sorte peser dans la balance de ce type de conflits sociaux,
Mais en plus, les moyens utilisés en droit lui semblent problématiques à plus d'un titre. Et pourtant, on a tout un cortège de décisions dans le même sens empêchant la tenue de piquets de grève. Des décisions en procédure unilatérale au départ, mais souvent confirmées ensuite en tierce opposition lorsque les syndicats déposent des recours, avec même tout récemment un jugement, cette fois, du tribunal de première instance de Mons, qui confirme la quasi-intégralité des ordonnances prises dans l'urgence. Pour comprendre ces décisions répétées, il convient de noter que tous les spécialistes du droit n'analysent pas les choses comme François-Xavier Livens. J'ai donc pris rendez-vous avec un autre juriste et spécialiste de la concertation sociale. Je m'appelle Manu d'Outrepont, je suis un conseiller des employeurs qui veulent investir dans un bon climat social. J'ai un background de juriste et de négociateur social. Je fais ce métier depuis 40 ans. Manu d'Outrepont est donc souvent sollicité par les employeurs, il l'a dit, mais il est régulièrement aussi invité à commenter l'actualité sociale, en particulier dans la presse du nord du pays. Et lui, quand je lui demande si aujourd'hui on est en train de limiter le droit de grève, il a une vision bien différente de François-Xavier Livens. Le droit de grève, c'est le droit des travailleurs d'arrêter en groupe le travail, point à la ligne. La question qui se pose, c'est les piquets. C'est pas la grève qui est mise en question, ce sont les piquets qui sont mis en question. Alors, les piquets filtrants font partie du droit de grève, mais le piquet bloquant ne le fait pas. Il n'y a aucune définition juridique qui dit que le piquet bloquant fait partie du droit de grève. Au contraire, même au niveau de l'Organisation internationale du travail, on dit qu'il faut respecter la liberté de ne pas faire grève. C'est un principe international. Alors, le piquet bloquant, c'est justement limiter la liberté des non-grévistes de se rendre au travail. De quel droit un travailleur peut empêcher un autre travailleur d'aller travailler? Aidez-moi. Alors, justement, je lui cite un arrêt de la Cour de cassation qui date de 1997 et qui dit ceci. Tenir un piquet de grève fait partie intégrante du droit de faire grève dans son utilisation normale et pour autant que la tenue du piquet n'aille pas de pair avec des actes de violence à l'égard de personnes ou de biens, il ne constitue pas une voie de fait. N'est-ce pas là, justement, une jurisprudence qui plus est émanant de la Cour de cassation, la Cour qui juge de la légalité des jugements, n'est-ce pas là, précisément, une jurisprudence qui justifie les piquets et même les piquets bloquants? Réponse de Manu d'Outrepont. Vous avez donné la définition du piquet filtrant, c'est le piquet qui n'exerce pas d'une violence. Donc si un piquet bloque et qu'il faut de la violence pour le débloquer, c'est de la violence aussi. Et ça, c'est d'ailleurs à peu près l'argument qui est retenu par le tribunal de première instance de Mons dans son récent jugement. Et ce que les employeurs mettent en avant justement pour appuyer cette lecture, c'est qu'ils ne veulent pas qu'une minorité de travailleurs puisse imposer sa loi à la majorité des autres. Moi, avec mon esprit démocratique, je peux concevoir qu'il y ait des piquets bloquants. Mais sous condition qu'une majorité des travailleurs concernés vote pour la grève. Une majorité peut imposer sa volonté à une minorité, mais qu'est-ce qui peut... Maintenant, ce que réclament les syndicats permet à une minorité, de bloquer une majorité. Je ne sais pas, ça échappe à mon esprit démocratique. Ceci dit, quand on lit bien les ordonnances rendues, et notamment celles qui concernent les 128 magasins de Delhaize, et qui, je cite, interdisent à tout un chacun d'entraver l'accès aux entrées et sorties des différents magasins du groupe pendant un mois et sous peine d'astreinte, on se dit que même organiser un piquet filtrant devient compliqué. Ces ordonnances répétées semblent s'inscrire dans une vision assez restrictive du droit de grève, ce qui arrange bien les dirigeants de Delhaize, mais réduit de facto les moyens d'action des travailleurs grévistes. Ce qui apparaît surtout aussi, c'est qu'il y a une grande marge d'interprétation sur le droit de grève en Belgique.
Comme il n'est pas inscrit dans la Constitution, comme il n'est pas défini par une loi, chacun peut espérer voir midi à sa porte. Et c'est en partie pour ça que l'on n'a pas de législation. Longtemps, les syndicats ont jugé qu'inscrire le droit de grève dans la loi risquait d'en réduire la portée. Aujourd'hui que la vision plus restrictive de ce droit triomphe régulièrement devant les tribunaux, on se dit que c'est plutôt le patronat qui a intérêt au statu quo législatif. Et en attendant, ce sont les juges qui remplissent le vide laissé par l'absence de texte légal, des juges qui sont des hommes et des femmes et à ce titre, forcément pas insensibles aux évolutions de la société. C'est frappant d'ailleurs, quand on regarde les actions collectives et les jugements sur les 40 dernières années, de constater l'évolution majeure justement dans le regard sociétal sur la grève et sur les actions collectives. Faisons un petit retour 25 ans en arrière sur ce qui s'était passé aux Forges de Clabec, avec un conflit social très long, très dur, et qui avait été marqué par plusieurs débordements violents. Le 28 mars, l'Assemblée générale des travailleurs décide une manifestation. L'objectif était de bloquer l'autoroute Bruxelles-Paris. On a affronté les règles même du système. Je veux dire par là que si on se serait limité à faire des grandes déclarations sur le désarroi, à faire des grandes déclarations sur le chômage, et on aurait joué aux grands démocrates intellectuels, je suppose qu'on n'en serait pas là. C'est la différence entre combattre réellement l'exclusion et combattre réellement la misère. On ne parlait pas là de quelques piquets de grève, mais d'une autoroute bloquée, de bulldozers affrontant des véhicules de police, de dégradation massive du matériel. Pourtant, quand les auteurs de ces faits se sont retrouvés devant la justice, in fine, la plupart ont été acquittés, et même ceux qui ont été condamnés ont été acquittés pour une bonne partie des faits qui leur étaient reprochés. Comment expliquer alors une telle évolution ? J'ai été posé cette question à un observateur avisé de la politique et de la société belge, mon collègue éditorialiste de La Première, Bertrand Haine. Pourquoi des actions collectives qui étaient acceptées il y a 25, 30 ou 40 ans ne semblent plus acceptables aujourd'hui ? Ce qu'on voit dans la jurisprudence, c'est que ce sont des droits individuels qui semblent passer avant certains droits collectifs. Par exemple, le droit de se rendre dans un magasin pour consommer en tant que client, le droit de se rendre dans un magasin ou dans un lieu de travail pour travailler, le droit d'exploiter son établissement, le droit de commerce, qui semblent, dans l'interprétation des juges actuels, passer devant des droits collectifs comme le droit de manifestation, le droit de grève, la liberté d'expression. Alors chacun peut avoir évidemment son avis là-dessus, évidemment, on sent bien que c'est très politique, entre gauche et droite. Mais ce qu'on ne peut pas contester, c'est l'évolution. On ne peut pas contester l'évolution parce qu'effectivement, il y a 20 ou 30 ans, ces jugements n'étaient pas rendus, et pas comme ça, alors que la loi n'a que très peu évolué. Les textes de loi ont peu évolué. C'est donc bien l'interprétation des juges qui a changé. Et il y a ce qui concerne les piquets de grève devant les entreprises. Il y a aussi ce qui concerne les blocages lors de manifestations. On appelle ça l'entrave méchante à la circulation. Ça n'avait jamais été utilisé depuis les années 60. Ça l'est depuis 5 ou 6 ans maintenant. Et plusieurs fois, des syndicalistes ont été condamnés. Donc, évolution, il y a. Et s'il y a évolution des jugements, évolution de la jurisprudence, c'est certainement qu'il y a une évolution sociétale, il y a une évolution des mentalités. On peut remarquer une progression de l'individualisme. Le fait que les droits individuels, mon droit à la mobilité, mon droit au travail doit être respecté. Et il y a une réclamation sans doute plus forte qu'avant de ces droits dans la société. Peut-être un indicateur de ça, c'est le traitement médiatique. On voit bien que lors de grèves, les médias, en général, et je parle tant de la RTBF que d'autres médias, on a tendance à mettre plus que dans les années 80 et 70, et vous savez que je suis beaucoup dans les archives pour mon émission L'Histoire continue, donc j'observe ça vraiment, on a tendance à mettre plus en avant les conséquences pour les individus.
Des individus qui ne peuvent pas se rendre à un examen parce qu'il y a une grève des bus, des individus qui ne peuvent pas aller travailler alors qu'ils le souhaiteraient, et moins, même si, ça ne veut pas dire qu'on le fait plus, mais moins, par exemple, la dignité au travail qui est réclamée par des grévistes ou des choses comme ça, qui sont des dimensions plus collectives. Et ça, c'est une évolution de fond qu'on peut appeler une évolution individualiste, d'une manière générale. Certains diront une évolution néolibérale, peut-être, de la société, c'est-à-dire le fait que l'individu est le centre et le seul maître, quelque part, de son travail y compris. Et peut-être qu'on peut penser que, même si le taux de syndicalisation reste très élevé chez nous en Belgique, que beaucoup se syndicalisent et voient le syndicat comme un service, quelque part, moins comme une dimension politique, un rôle qu'il a à jouer dans la société. Une évolution de société qui met davantage en avant les droits individuels devant les droits collectifs, une évolution qui forcément se traduit aussi politiquement. Il suffit pour s'en convaincre de regarder ce qui s'était passé lors de cette annonce en 1997. Renault a décidé d'arrêter cette année la production de l'usine de Renault Industrie Belgique. Renault Vilvoorde. À l'époque, l'annonce par le constructeur automobile français de la fermeture pure et simple de l'usine belge du groupe avait entraîné en Belgique une mobilisation quasi générale, y compris au niveau politique. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde qui est venu aujourd'hui et ça nous donne beaucoup de courage. Il faut continuer comme ça. C'est une manifestation, monsieur, d'espoir et en même temps un signal très clair envers monsieur Schweitzer que nous ne voulons pas de la fermeture de l'usine de Vilvoorde. Le Premier ministre de l'époque, Jean-Luc Dehaene, avait tenté de mettre tout son poids dans la balance. Je pense qu'il s'attaquera à ce dossier dans les jours qui viennent et ce sera clair à ce moment-là quelle est sa position. Une mobilisation sans succès pour éviter la fermeture, mais tout de même, pour empêcher qu'à l'avenir une entreprise puisse décréter comme cela la fermeture complète d'une usine sans dialogue avec les représentants des travailleurs, le monde politique a légiféré avec la fameuse loi Renault qui oblige désormais les employeurs à informer les travailleurs de leur intention de conduire un plan social et qui les oblige ensuite à entamer une concertation avec les organisations syndicales. 25 ans plus tard, dans le conflit de l'Aise, au-delà des déclarations de certains partis, il n'y a pas de grande union politique face aux annonces du groupe. Et ça, pour Jean Faniel, le directeur du CRISP, le Centre de recherche et d'information politique, c'est peut-être le signe qu'une connexion s'est un peu perdue entre les syndicats et une partie du monde politique. Le monde politique a peut-être aussi petit à petit perdu certaines connexions, certaines antennes. Si on pense à un parti comme le CVP autrefois, qui était très lié au mouvement ouvrier chrétien et à ce qu'est aujourd'hui le CDNV, d'une part c'est un acteur qui pèse évidemment beaucoup moins lourd aujourd'hui, mais en plus c'est un acteur qui est bien moins en relation avec le mouvement ouvrier chrétien qu'il ne pouvait l'être auparavant. Et puis plus largement, on a peut-être aussi pas mal l'impression ces derniers temps que le monde politique, à force de contraindre, de corseter finalement la concertation sociale, en particulier sur le plan salarial, a mis le monde patronal dans un fauteuil et le monde syndical sur un tabouret dont il manque un pied. Et que finalement on se retrouve dans une situation qui est devenue assez inégale en termes de négociation autour de la table. Là, Jean Faniel fait en particulier allusion à la décision prise sous le gouvernement Michel de corseter davantage la norme pour l'augmentation des salaires, retirant ainsi pas mal de marge à la négociation entre patrons et syndicats. Ce faisant, on a contribué, selon lui, à détricoter la substance du modèle de concertation sociale à la belge. Le modèle belge, il se caractérise par quoi ? Il se caractérise par des négociations ou au minimum des consultations entre patronat et syndicats, parfois des concertations avec un troisième acteur qui est l'acteur politique, et
ces négociations ou ces consultations, cette concertation sociale a une série d'éléments, de codification, de régularité aussi, et est capable de produire des normes, c'est-à-dire que les accords, quand ils sont coulés en convention collective de travail, en CCT, doivent s'appliquer à tout le monde, que les travailleurs soient syndiqués ou non, que les entreprises soient membres ou non d'une fédération patronale. Par ailleurs, ce modèle belge, il est marqué par une paix sociale, un engagement à la paix sociale, mais aussi par des capacités de la part du monde syndical à mener des grèves, à mener des manifestations, et de manière assez large. Rosa Luxembourg, au début du XXe siècle, quand elle théorise la question de la grève générale, s'inspire du cas belge, parce qu'en Belgique, on est déjà sur des grèves générales de grande ampleur. Et donc, il y a un côté démonstratif, mais en même temps relativement pacifié. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les mêmes scènes de violence physique que l'on voit par exemple en France. Aujourd'hui, l'évolution que l'on voit, c'est qu'on a une concertation sociale qui est de plus en plus verrouillée, de plus en plus cadenassée, dans son cœur même, le salaire, puisque on sait que depuis 2017, la loi qui encadre la formation des salaires est devenue de plus en plus restrictive, avec cette norme salariale qui frôlait et qui aujourd'hui est même à 0%. Les syndicats l'ont suffisamment fait remarquer, s'en sont suffisamment plaints. Aujourd'hui, donc, on est dans un cadre beaucoup plus contraint et on semblerait être aussi dans un chemin vers un encadrement de la mobilisation elle-même, avec cette contrainte, ce cadenassage de plus en plus fort des capacités du monde syndical à exprimer la colère, à la traduire sous la forme de grève, sous la forme de manifestations, sous la forme d'actions éventuellement d'autres sortes aussi. D'une certaine manière, ce que cela pourrait amener, ce à quoi ça pourrait conduire, c'est à des actions qui soient moins contrôlables, qui soient peut-être plus des actions choc, des actions coup de poing. On peut s'attendre à ce qu'on ait des actions qui soient plus spectaculaires, éventuellement plus violentes aussi, physiquement, en Belgique à l'avenir, dans le cadre de conflits sociaux, alors que jusqu'ici, quand on voit cela, c'est à la télévision, mais sur les chaînes françaises, pas tellement en Belgique. Peut-être que c'est là le signe annonciateur que à trop vouloir contraindre les formes d'action, peut-être on amène les voix protestataires à s'exprimer différemment et peut-être court-on le risque que ça soit plus violemment aussi. Peut-être que c'est ce qui explique aussi pourquoi toute une série de délégués syndicaux, en particulier à la FGTB, semblent se reconnaître de plus en plus dans un parti de rupture comme le PTB, à nouveau très présent dans la manifestation pour la défense du droit de grève le lundi 22 mai. Reste un enjeu incontournable à évoquer encore pour comprendre cette évolution, la différence d'échelle entre des entreprises multinationales et des systèmes sociaux qui restent, eux, globalement construits à l'échelle des États. Là où les grandes entreprises peuvent aujourd'hui faire un peu leur shopping entre les États pour y trouver les systèmes fiscaux et sociaux les plus accommodants grâce à une économie européenne très ouverte et intégrée, les systèmes sociaux, eux, n'ont pas suivi le même chemin. Avec une Europe sociale dont on a beaucoup parlé, mais finalement dont les travailleurs, que ce soit en Belgique ou dans d'autres pays, semblent ne pas avoir beaucoup vu la couleur, là où l'Europe économique, elle, a beaucoup plus pris son envol, et l'Europe économique et monétaire, dans le cadre de l'Union économique et monétaire conduisant à l'euro, ont eu des répercussions extrêmement fortes sur les relations collectives de travail en termes d'encadrement des salaires, puisque c'est notamment au nom de l'Europe qu'on a pu modérer les salaires ou bloquer les salaires à certains moments. Et donc là, on a l'impression qu'il y a un jeu d'échelle qui ne se fait pas ou qui ne se fait pas correctement. On a essentiellement gardé les relations collectives de travail dans un cadre national, notamment parce que, pays par pays, dans les pays nordiques, en Belgique, en Allemagne, les syndicats disaient non, nous on a notre modèle, on ne veut pas qu'il y ait une européanisation parce qu'on n'a pas envie de
perdre ce qu'on a pu obtenir par des décennies ou des siècles de lutte sociale, craignant une forme de nivellement par le bas, a fortiori au fil des élargissements vers le sud et vers l'est de l'Europe. Mais en même temps, du coup, on est resté dans un cadre qui est inégal. On touche, là encore, il me semble, à un point essentiel. On le voit bien dans le cadre du conflit chez Ahold Delhaize, on assiste à la décision de réorganisation d'une entreprise qui n'est plus, à proprement parler, une entreprise belge, qui a son siège aux Pays-Bas et des actionnaires dans le monde entier. Un groupe d'une telle taille qu'il peut se permettre de faire le gros dos pendant quelques semaines, même si plusieurs dizaines de magasins sont perturbés par des actions. Un groupe qui peut objectivement constater que les règles en matière de flexibilité d'emploi sont bien plus souples aux Pays-Bas qu'en Belgique et choisir de déplacer certaines activités délocalisables. Tout ça explique aussi pourquoi les syndicats, qui restent surtout des acteurs nationaux, eux, ne peuvent plus engager les mêmes bras de fer que dans le modèle belge de jadis. Si vous y ajoutez cette évolution du regard sociétal sur le principe même de l'action collective et sa traduction dans les décisions judiciaires, on voit bien que ce n'est pas juste le droit de grève qui est en question, ce sont les fondements mêmes de notre démocratie sociale qui sont aujourd'hui complètement chamboulés. Alors, y a-t-il des modèles alternatifs possibles au niveau des entreprises, des États, au niveau européen ? Quand vous parlez avec celles et ceux qui pensent à l'avenir du monde du travail, vous entendez des sons de cloche très différents. Certains estiment que sans pouvoir installer de vrais rapports de force, notamment via l'action collective, il est illusoire de faire évoluer la condition des travailleurs. D'autres estiment par contre qu'il faut repenser le modèle, aller vers une forme de cogestion qui associe davantage qu'aujourd'hui les détenteurs du capital et les travailleurs dans des structures permettant un vrai dialogue et un partage de responsabilités. Un débat passionnant qui vaudrait bien toute une émission en soi. Alors promis, on le fera dans les mois prochains dans ce rendez-vous du tournant. En attendant, merci d'avoir suivi cet épisode. Merci à Jonathan Remy pour la réalisation sonore. Si vous souhaitez réagir à cette émission, je vous rappelle l'adresse mail tournant@rtbf.be. Merci pour votre écoute fidèle et à la semaine prochaine.